Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. Pour ce 7e opus, nous vous proposons un top des libraires afin de vous aider dans vos choix des présents à proposer au Père Noël, afin qu'il les glisse sous le sapin à boules ou dans les chaussettes qui pendent. Ce top des libraires sera constitué de 2 parties, la première ce mois-ci en novembre et la prochaine début décembre. Pour la première partie, 2 libraires manga et un autre en BD franco-belge comics vous parleront de leur coup de cœur de cette année 2023. Voici donc la sélection de Philippe, qui aime les histoires glauques et au ton assez dark. Moi je vais dans le sonore et le dégueulasse, c'est mon style. Mais ça lui ressemble tellement à Philippe. Ça lui va bien, oui. Oui, clairement. Vous entendrez aussi les coups de cœur de Thomas, rond comme un ballon et fan de manga d'action. C'est Thomas. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Enfin, les choix d'Anne, la reine des Ribites, qui a un choix hétéroclite. Très jolie rime. Je tiens à préciser que les coups de cœur ont été nombreux, mais l'exercice exige de faire un choix. Les voici donc. Here comes a new challenger. Bonjour Philippe. Salut Lolo. Alors, on va parler de tes coups de cœur de l'année, Philippe. D'accord. Il va falloir que tu nous dises ta sélection. Je sais que ça a été compliqué parce que tu as eu pas mal de coups de cœur. Ouais, je te confirme. Et c'est le lot de tout libraire, il faut faire un choix. Et alors, quels ont été tes choix alors ? Bah alors, en fait, j'ai vachement bataillé. J'ai dû faire 3 tours avec moi-même. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais voilà. Et en fait, je suis arrivé après moult sélections. Par rapport à tout ce que j'ai lu, à 3 bouquins qui pour moi sont 3 chefs-d'œuvre cette année. C'est Musée de Chabouté. Hop, on va s'arrêter sur celui-là. D'accord. Donc tu vas nous parler de Musée de Chabouté alors. Ah ben d'accord. Alors déjà il y a un parti pris quand même parce que je sais que tu es un fan de Chabouté. Ah ouais, d'ailleurs si tu m'écoutes Christophe, t'as une carte blanche n'importe quand, tu viens, tu dédicaces, on fait une superbe expo. Voilà. Alors en fait, moi j'aime beaucoup tout ce que fait Chabouté et encore plus quand c'est lui et que c'est une œuvre personnelle. Parce que des fois c'est des adaptations, je sais pas, il y a un petit. Je préfère quand il le fait lui, ouais. Parce que je trouve qu'il est hyper original au niveau des idées. Et en fait, musée, ça va raconter. Ça se passe au musée d'Orsay. Et en fait, c'est un peu comme une nuit au musée. Hein. Le parallèle est. Sans le côté forcément comédie, etc. Mais en fait, c'est les œuvres qui la nuit se réveillent et observent les humains. Voilà, c'est assez étonnant. Il y a plein de trouvailles, d'idées super originales. Graphiquement, c'est comme d'habitude, c'est du Chabouté, donc j'ai envie de dire c'est une tuerie, c'est du noir et blanc ultra poussé. Maîtrise du noir et blanc. Voilà. Ce titre-là, on avait déjà présenté ce titre-là dans l'année lors de précédents podcasts. Et en effet, ça avait été un coup de cœur de la librairie. Là, la maîtrise du noir et blanc, elle est évidente. On reconnaît. Alors, ce qui est assez étonnant, enfin, ce qui est pas étonnant, mais c'est tellement bien fait qu'on reconnaît les œuvres qui plaisent au public, pour pas trop en dévoiler non plus. Et on va suivre à la fois d'un côté les humains en journée et donc les statues, les peintures de l'autre côté la nuit. Voilà. Ce que j'ai aimé dans ce titre là, c'est comme tu disais, c'est la journée. Il y a un regard sur les visiteurs. Donc on observe les visiteurs qui viennent observer les œuvres. Et les visiteurs, je trouve qu'il y a beaucoup de justesse quand ils croquent, quand ils dessinent ces visiteurs-là. On part de l'adolescent qu'on n'a rien à cirer d'être ici, qui a été tiré par le professeur pour aller venir voir le musée d'Orsay, jusqu'aux gens hyper pédants qui pensent tout savoir sur les œuvres. Donc voilà, il y a un beau panel de visiteurs, donc des regards plutôt tendres, et puis des fois aussi tantôt drôles, tantôt tendres. C'est ça qui est très bien avec Chabouté, c'est qu'en fait, il y a souvent peu de texte, peu de dialogue, mais par contre tout est dans le dessin, c'est-à-dire que c'est à nous de déchiffrer ce dessin et à le comprendre avec notre sensibilité, quoi. Et je trouve que là-dessus il est vraiment parfait, quoi. Voilà. Donc écoute, c'est vraiment le titre à pas louper, parmi les 3 titres en tout cas pour moi, à pas louper dans l'année, qui ont marqué cette année le musée de Chabouté chez Vent d'Ouest. Merci donc pour ce premier titre. Et donc le deuxième titre, c'est quoi alors ? Alors c'est The Nice House on the Lake.
Donc il y a 2 tomes qui sont parus dans l'année. Voilà, il y a une intégrale qui vient de sortir et en fait je vais faire le pitch rapido. C'est un gars qui va inviter des amis depuis en gros l'école primaire jusqu'à ses années de fac et même par rapport à son travail. Donc il va y avoir une douzaine de personnes dans une maison, une très belle maison au bord d'un lac. Voilà. Et donc ils ont été tous conviés par le même personnage. Ouais, c'est ça, ils ont tous été conviés par le même personnage. Du coup, c'est lui le point commun. Malheureusement, il n'est pas là. Et pendant ce temps-là, sur Terre, il se passe quelque chose de démentiel. Et eux, ils sont à l'abri. Voilà. Voilà. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais c'est juste génial. On l'apprend très vite ce qui se passe. Ouais. Mais en fait c'est ça l'intrigue, c'est donc centré, c'est une sorte de huis clos. Tous ces personnages qui sont enfermés ensemble dans un lieu chouette. Hein, c'est une belle villa, ils ont tout à disposition. Et il y a donc le personnage central qui lui est hyper mystérieux. On va pas en dévoiler davantage. Ouais. Et en fait tous les persos ils sont mis en tout cas en image avec des sigles à côté qu'on va découvrir au fur et à mesure et pourquoi ils ont ces sigles là. Voilà. Donc c'est de la SF, on peut dire. C'est de la science-fiction. C'est de la SF. C'est de la science-fiction, ça frôle avec le fantastique. Hein, on est dans cette veine-là. On est à la limite du post-apo aussi. Voilà. Et un dessin assez comment dire, je vais pas dire chelou parce que ça veut rien dire, mais c'est ça perturbe un peu. C'est un dessin qui est inhabituel en tout cas pour du comics ou pour du franco-belge, mais ce qui est très bien, c'est que ces 2 bouquins-là s'adressent du coup aussi bien à des lecteurs de BD qu'à des lecteurs de comics. Il n'y a pas une espèce de frontière parce que c'est du découpage façon comics. C'est vraiment là, on est sur quelque chose de assez grand public quand même. C'est vrai qu'on la conseille à pas mal de monde, dont des gens qui ne lisent jamais de la SF ou des gens qui ne lisent pas de comics non plus. Et ça a matché à chaque fois. Vraiment. Donc il y a 2 tomes parus chez Urban. C'est ça. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on l'a pas dit, c'est James Tynion Ford qui a fait entre autres Something is Killing the Children. Il y a aussi Department of Truth. Donc voilà, il a marqué de son nom là cette belle BD qui a découvrir chez Urban. Voilà. Et par contre, donc du coup, juste je précise, ces 2 BD forment un premier cycle. Voilà, et il y aura un deuxième cycle. Voilà, qu'on attend du coup avec impatience. Avec grande impatience. Très bien, merci. Et donc, quel est le 3e titre à présenter, ton 3e et dernier coup de cœur? Le 3e titre, c'est un titre, on va dire. Qui donne du bonheur à lire. Non, je déconne. Il est très très sombre, très très glauque. Il s'appelle Contrition. Voilà, et en fait, pour la faire simple, on est aux États-Unis dans un quartier de maisons de pédophiles. Chaque maison a une espèce de pancarte devant la maison, donc, qui annonce qui est là. Ce qu'il fait, pourquoi il a été condamné, bref, c'est un espèce de ghetto à pédophiles vraiment pas terrible. Et en fait, on va trouver un corps calciné, voilà. Et du coup, il va y avoir une double enquête. D'un côté, ça va être un flic qui va enquêter, et de l'autre côté, c'est une assistante sociale qui, elle, suit un petit peu les pédophiles, voilà, qui sont en liberté surveillée quand même. Et voilà, et tout va se passer dans ce milieu-là. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un noir et blanc de Keiko, qui sort de son dessin, on va dire fou, classique, moi assassin, voilà, moi menteur. Il sort de sa zone entre guillemets de confort. Il fait un dessin plus gras. Plus gras, exactement, c'est le terme. Il fait un dessin plus gras. Il y a plus de gris, voilà. Et également, ce qui est assez frappant là-dedans, c'est que c'est toute une enquête où en fait le narrateur ne prend pas parti, ne juge pas, c'est un narrateur omniscient, et nous on est avec ce narrateur et on découvre cette histoire. Voilà. Effectivement, ça se passe dans le milieu de la pédophilie, mais tout ça, ça reste quand même une enquête, voilà, qui est très bien racontée. C'est un polar noir. C'est aussi un énorme coup de cœur de la librairie. De toute façon, tes 3 coups de cœur, on est unanime là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et donc pour Contrition, c'est vraiment
un livre abouti de bout en bout, parce que c'est la fin, moi, qui m'a. Je savais pas où on allait. Ouais, et la fin, ça. elle est surprenante, elle est étonnante, elle est intelligente. C'est ça. On s'attendait à. Voilà, c'est un peu casse-gueule comme enquête. Tu te dis où est-ce qu'il va aller. Ouais, et... c'est un sujet hyper particulier parce qu'on se dit, bon, allez, ok, il y a un pédophile qui est mort cramé chez lui. Limite, on se dit, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est pas le côté que ce soit le pédophile qui soit cramé, c'est juste que c'est une enquête, il y a un mort, voilà, et il y a quand même une enquête. Ouais. Mais comme je dis, zéro jugement. Oui. Voilà, donc c'est ça qui est très très malin aussi de la part de Porter. Étonnant, parce que le dessin de Keiko, comme tu le disais, il change de ce qu'on peut voir d'habitude, plutôt lisse. Et là, clairement, on est sur un trait beaucoup plus gras, et ça se prête clairement, au sujet très sombre. Non, tu nous as choisi quand même 3 livres, bien pas dark. Enfin, musée, c'est du noir et blanc, mais c'est pas dark. Mais en revanche, pour les 2 autres, il y a des petits moments un peu. Okay. Voilà, mais c'est vrai que les 2 autres, après c'est des coups de cœur. C'est sur la sensibilité. Mais comme je dis, il y avait 2-3 autres titres. Je les ai pas sélectionnés, mais j'étais à 2 doigts qui sont dans mon top 3. Et puis finalement, je suis resté là-dessus parce que pour le coup, j'ai pris des vrais claques, que ce soit au niveau du graphisme ou au niveau des scénars, quoi. Ces 3 titres-là combine les 2 à la perfection, quoi. Voilà. Contrition chez De Noël Graphique, de Nice House on the Lake chez Urban, et enfin Musée chez Vent d'Ouest. Tu nous as parlé de tes 3 coups de cœur, Philippe. Ouais. Et donc t'as hésité. Je sais qu'il y avait beaucoup de titres dont tu voulais nous parler. Allez, on a un petit peu de temps. Quels sont les autres titres pour lesquels tu as eu des coups de cœur? Alors les 3 autres titres, il y en a un, c'est pour le RIP tome 6, mais en fait c'est pour l'ensemble de la série. Suite et fin de la série RIP de Getz et Monnier. Les gars, je vous embrasse, vous êtes formidables. C'est maintenant, cette fois-ci, c'est l'histoire de Eugène. Et voilà, mais j'en dirai pas plus. Allez découvrir la série. En plus, il y a un tome 1 à 10 balles. Rien que pour ça, foncez, c'est sublime, c'est du scénar à la Tarantino, c'est ultra bien découpé, tout est pensé du début à la fin. C'est un scénar à la Tarantino, mais c'est un polar, somme toute assez classique et après et sombre. Alors on reste dans le côté poisseux sombre. quand même. Ah ouais, disons que c'est bien même crade, avec des nettoyeurs de maison quand le cadavre est encore tiède, quoi, pour faire ça. Oui, c'est pas des scènes de crime, ce sont des gens qui sont décédés. Que ce soit de mort violente ou de vieillesse. C'est ça, voilà. Très bien. Ensuite, c'est Family Tree de Jeff Lemire chez Panini Comics, dessiné par Phil Lester. Et je me suis régalé. C'était une petite surprise. C'est en gros, pour faire un pitch simple et court, c'est la nature et les arbres en particulier qui se vengent des hommes. Voilà, donc petit parallèle avec The End de Zep chez Rue de Sèvres. Tout à fait. Mais disons que là, c'est alors one shot, ultra efficace, un découpage là pour le coup très 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 comics et super bien raconté. Voilà. Ok, très bien. Et le dernier, c'est Ivo a mis les voiles chez Sarbacane de Nicolai Pinheiro. Et donc là, c'est un fils qui part sur les traces de son père au Brésil. Et en fait, on suit c'est une espèce de parallèle entre le père et le fils par rapport aux endroits où ils sont passés au Brésil. On découvre le Brésil, on découvre des lieux magiques, ça donne envie de voyager. Ce sera la fin et puis le côté feel good, histoire de ne pas faire que dans le poisseux et dans le glauque. Gros cœur également de la librairie pour ce livre-là. Écoute, c'est super. Merci de nous avoir partagé tes coups de cœur, Philippe. Merci à vous. Here comes a new challenger. Bonjour Thomas. Salut. Alors, tu t'es plié toi aussi à l'exercice difficile de la sélection des titres que tu as préférés de l'année. Ouais. Il a fallu en retirer 3. Ouais, c'était quand même difficile. Parce qu'il y en a eu quelques-uns, je pense qu'on était à 5 qui se battaient en duel. Je sais, tu m'as montré les titres que tu voulais présenter. Ouais. Malheureusement, j'ai été dur. Ouais. Je t'ai demandé d'en choisir 3. Donc, quel est le premier titre qui t'a beaucoup plu cette année ? De toute façon, même niveau classement, c'est quand même le numéro 1, ça reste le Evol. Ah oui, ok. Ouais, non, franchement, cette année, ça a été vraiment la meilleure lecture de l'année qui m'a vraiment donné envie de voir la suite. Et les 3 tomes qui sont sortis dans l'année, je les ai défoncés dès qu'ils sont sortis en fait. Ok. Voilà, donc dès qu'on avait un moment le jour J,
pris le truc, je l'ai défoncé. Très bien. Evol, c'est de Atsushi Kaneko, c'est chez Delcourt. Ouais, en plus qu'on a reçu du coup en dédicace, qui était, il était l'auteur génial. était formidable. Il était vraiment formidable et enfin, ses idées, ses histoires, je les trouve tous énormes. Donc, Et donc ça parle de quoi alors Evol ? Donc Evol, c'est un retake sur du super-héros en fait, le mythe du super-héros un peu à la The Boys, mais version des gamins en fait qui se découvrent des pouvoirs et qui de base étaient rejetés par la société en fait, qui ont juste envie que les choses changent et du coup ça fait d'eux aux yeux des super-héros qui existent déjà dans la société des vilains quoi. D'accord, parce que il y a à l'instar, on a parlé de The Boys, il y a un super-héros, enfin un super-héros, quelqu'un qui est considéré comme un super-héros, qui est quand même pas très sain non plus. Non, c'est pas le héros le plus droit, le plus. Voilà. Tu sens qu'il lui aussi est perturbé, qu'il a. Il est dans sa tête, il a quand même des soucis. Et il se cherche un ennemi digne de ce nom. C'est ça. Et il voit dans ses gamins. Exactement. Voilà le premier vrai truc qui pourrait l'opposer quoi. Voilà. Donc c'est tout un truc avec lui, avec son acolyte du coup on va dire aussi. Oui, tout à fait. Et contre ces trois gamins qui d'un côté demandent rien aussi, mais ils veulent que la société change par rapport à la situation que eux ont vécu avant ça quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un joli regard aussi sur les adolescents au Japon avec une sorte de mal-être pour ces jeunes gens qui se trouvent un point en commun on va pas dire comment même si on le voit quand même très très vite au début leur point commun, mais après c'est vrai que de toute façon l'histoire se développe sur plusieurs tomes et on comprend vraiment de pourquoi du comment ils en sont là quoi. Ok. Eh bien, excellent choix. C'est vrai, c'est un énorme coup de cœur de la librairie. Je pense que ce soit tout le monde des doit 6 libraires. l'avoir, Nous, on a tous aimé. Quelque part dans le top de l'année. Donc, Eh bien, excellent choix. Donc, Evol d'Atsushi Kaneko chez Delcourt. Quel est ton deuxième titre ? Deuxième titre, je t'ai parti sur Ocean Rush, en fait, qui est très bien. Tranche de vie, mais c'est vraiment du renouveau, Enfin, c'est du feel good vraiment de A à Z. Exactement, c'est un feel good. Voilà, tout à fait. avec une dame en fait elle a une 60aine d'années, qui vient de perdre son mari en fait, elle sait pas trop ce qu'elle fait dans la vie en fait. Oui. Elles se sent seules maintenant. Elle a envie de reprendre des passions qu'elle a eues avec son mari, dont aller au cinéma. Et en fait elle rencontre un garçon qui est en fac de ciné et de fil en aiguille elle finit par s'inscrire à cette fac de cinéma pour faire un film elle-même. Elle a la soixantaine, elle s'inscrit en faculté, elle se retrouve donc plongée dans un univers qu'elle ne maîtrise pas, le milieu de l'art, le milieu de la faculté, avec tous ces jeunes qui l'entourent. Elle est perdue, elle est un peu déstabilisée par ces écarts de génération. De base, quoi, en fait. Et puis voilà, c'est l'écart de génération aussi qui c'est important. Et donc ça parle beaucoup de cinéma. Oui. Et enfin même tous les persos sont super chouettes quoi. Ils ont tous quand même une certaine profondeur. Le garçon qu'elle rencontre en fait, on apprend à le connaître petit à petit. On voit ses goûts, on voit ses envies et enfin c'est super beau parce qu'ils se poussent vers l'avant mutuellement quoi. Donc c'est vraiment super chouette comme petite histoire. Ça donne envie de savoir la suite aussi, pareil. Donc il y a eu pour l'instant un premier tome. 3 tomes qui sont sortis là pour l'instant, ils en sont en 3e. Et de tête, j'ai pas de vue en fin. À la fin qui est en vue là pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, l'histoire se poursuit. Ça reste super sur les 3 tomes. Donc, excellent, c'est chez Akata. Voilà. Ocean Rush, très bien. Et le dernier titre alors ? Alors dernier titre, on va quand même parler d'un webtoon parce que c'est quand même, on va dire entre guillemets, les phénomènes du moment. Oui. De ceux qui sont sortis cette année, c'est le seul qui m'est vraiment ressorti. Et ça s'appelle High School Mercenary, du coup. Qui raconte l'histoire d'un jeune qui était dans un accident d'avion en fait avec ses parents, qui est tombé dans un pays en guerre, qui a survécu en fait à ce crash et en fait a été
embarqué de force, on va dire, un peu dans un entraînement militaire. Il a été formé, il a été recueilli puis formé. Voilà. Oui, on n'en sait pas plus que ça sur. Non, en tout cas dans le premier tome que j'ai sur lu. le premier tome, on n'en sait pas beaucoup plus sur son passé. Mais tu sens qu'il. Mais ça devient un mercenaire en fait par la suite qui en fait sauve un groupe de Coréens. Prisonniers. Voilà, c'était un seul mercenaire contre tout un bataillon, tas de terroristes, voilà. Voilà. Et en fait, les a sauvés. quand le sergent du bataillon se rend compte que c'est un gamin de 18 ans coréen qui est là, qui a rien à faire là en fait de base, il décide de le ramener en Corée, il retrouve le reste de sa famille du coup et essaye de prendre une vie normale. Parce qu'il retrouve sa sœur et son grand-père. C'est ça. Et donc ils se sont pas vus pendant plus d'une dizaine d'années. Je crois qu'il est absent pendant 11 ans. Ouais, c'était une bonne dizaine d'années, plus environ 6 mois, où ils ont essayé de le conformer au code de la société. Voilà, parce aux usages oui, forcément, des gamins de son âge. Il a été élevé voilà. dans un camp militaire, donc il est complètement perdu. Donc, alors que tous les jeunes coréens, c'est jeux vidéo à fond, cybercafé, voilà. Lui, il connaît rien à tout ça, donc il arrive au lycée, voilà. Il est complètement perdu. Enfin, en tout cas, il est détaché. En plus, il est rien, beau garçon. C'est pas le mais c'est pas du tout son milieu de toute façon. Donc, je pense qu'il voit pas les relations avec les gens de la même façon. Et en fait c'est juste lui qui essaye de s'intégrer à la société et de retrouver sa famille il suscite aussi de la jalousie de la part de beaucoup, de l'envie aussi. Oui. Et donc ça va créer pas mal de tensions parce que c'est un beau gosse, parce que voilà, c'est détaché, il fait pas partie d'un groupe, donc forcément on le veut dans son groupe, tout ça. Donc oui. Ouais, et donc il faut dire aussi que c'est High School Mercenary, pardon. Ouais, musical. High School Mercenary, c'est plutôt un livre de baston. Ouais. Où ça avoine quand même du début jusqu'à la fin. Tu sens qu'il a des capacités, qu'il est toujours en train de se freiner parce qu'il peut faire très très mal et qu'il veut pas. C'est ça. Et donc de fil en aiguille, il aide sa petite sœur qui est persécutée. C'est ça, sa petite sœur qui est harcelée en fait à l'école. Enfin lui s'en rend compte parce que il voit les signes même si elle lui en parle pas. Et il va quand même aider sa petite sœur quoi, parce qu'il vient de la retrouver, il est content de la retrouver, mais il a envie de la protéger quoi. Très bien. Ce qui est totalement normal. Ouais, donc ça va partir d'un petit incident où il va aider sa sœur, mais ça va aller de fil en aiguille, ça va s'aggraver. Ouais, ça se bastonne. Ça prend des proportions dingues. Oui. Voilà, mais c'est d'un côté, le truc que j'ai beaucoup aimé avec celui-là, c'est le fait que justement, il y a les gens ils se font harceler, sauf que il y en a qui peuvent s'opposer à ça en fait, sans tomber dans le harcèlement eux-mêmes en fait. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette, la façon dont quand même il arrive à protéger les gens de ça, sans pour autant être comme les gens qui l'arrêtent quoi. Absolument. Voilà. Écoute, très bien. C'est chez Michel Lafon, High School Mercenary. Merci Thomas pour ces 3 présentations. Mais de rien. Et alors maintenant je vais insister un petit peu plus. C'était quoi les 2 autres titres que tu voulais me présenter que j'ai pas pu retenir? Alors à la base je voulais partir sur un qui était plus destiné à un public les 17+, on va dire, qui s'appelle Partners 2.0, qui en fait qui parle vraiment de 2 personnes qui ont eu des relations difficiles en fait chacun de leur côté, qui se séparent parce que ça va vraiment plus, ils peuvent plus ni l'un ni l'autre, et en fait leurs chemins se croisent, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de points en commun, qu'ils jouent au même jeu, que des trucs comme ça, et en fait ils commencent une relation complètement ouverte et complètement libre quoi, et sans se prendre la tête. Donc c'est vraiment aussi un titre feel good, mais c'est du ecchi quoi, donc c'est quand même 17+, hein, c'est pas pour les plus jeunes. Très bien. Et le dernier titre c'était Endergeister. Oui. Voilà, qui parle c'est violent ça. C'est assez violent, ouais. C'est un seinen, mais à partir de 14-15 ans, ça va quand même quoi. Ouais. Et c'est un exorcisme de base, mais tout le manga c'est ultra référencé film. Autant que le perso il est ultra fan de films, le matin dès le réveil il fait son petit entraînement du matin, il se met un petit film, je crois que c'est Clint Eastwood, un truc comme ça dans le premier, un truc comme ça, voilà, c'est vraiment des classiques du cinéma. Chaque chapitre du bouquin c'est un titre de film. Les persos ils sont tous référencés, on le voit plus tard au fur et à mesure, mais
tous les personnages sont référencés films. Oui, sur film Donc, d'action, référencé voilà. film d'action. C'est pas la soupe aux choux, on est bien d'accord. C'est pas la soupe aux choux, non, c'est plus vraiment des films d'action années 80, 90. Voilà, mais c'est pareil, en fait c'est une lecture détente. En fait, on pose le cerveau et c'est super chouette. Eh ben super. Mais merci Thomas alors pour Mais ces pas 5 de titres soucis. alors. Voilà, t'as fait le job. Du coup, j'ai fait les 5 au final, donc ça va, j'ai pu quand même les placer. Merci Thomas. Pas de soucis, merci à toi. Here comes a new challenger. Bonjour Anne. Bonjour. Alors comme toi tu vas te plier aussi à l'exercice difficile de la sélection de tes coups de cœur sur cette année. J'imagine ils ont été nombreux mais il a fallu que tu fasses un choix. Alors quel est le choix, surtout que toi c'est en manga, donc là ça va intéresser pas mal de jeunes gens. Là tu vas nous parler de tes coups de cœur à toi en manga. Alors le premier titre c'est... Oui, alors choix difficile comme tu l'as dit. Le premier titre c'est Soloist in a Cage de Shiro Moriya chez Kiyun. Donc on est dans un univers un peu futuriste, un peu post-apocalyptique. L'histoire se passe dans une cité-prison où les dangers sont partout, où quand on rentre dans cette cité-prison, on est sûr de ne pas en ressortir, en fait. Et le personnage principal, c'est Chloé, qui a 7 ans et qui, depuis la disparition de ses parents, doit s'occuper de son petit frère, un bébé. Et c'est un de leurs voisins qui leur apporte la nourriture et le nécessaire pour survivre. Un jour, elle entend que ce voisin échafaude un plan pour s'échapper et donc elle va se joindre à l'évasion. Malheureusement, au moment de franchir le mur, elle glisse, elle fait tomber son petit frère dans la neige, n'a pas le temps de le récupérer et s'échappe. On va la retrouver plusieurs années plus tard. Elle a grandi. Elle s'est entraînée au combat et elle est bien décidée à re-rentrer dans la cité-prison pour aller chercher son petit frère. Donc, c'est une fille qui s'échappe d'une prison. Alors bon, pour l'avoir lu, j'ai trouvé les dessins déjà fantastiques, mais on en reparlera Oui. après des dessins. Mais le scénario, il est fou. C'est ça, c'est vraiment que de la survie, c'est le plus fort qui résiste. Voilà, c'est pour ça que elle... Étant enfant, elle était restée enfermée dans cet appartement parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas en sortir. Il y a la mort qui rôde à chaque coin de rue, donc... Il y a des gangs qui sévissent, ils sont armés jusqu'aux dents, ils chassent dans les rues tout ce qui peut traîner de manière à soutirer soit de l'argent, soit des vivres, etc. Et oui, elle est trop petite pour pouvoir en tout cas protéger son petit frère. Voilà. Et la raison pour laquelle elle appelle donc c'est 3 malfrats entre guillemets qui décident de s'évader et elle y parvient, mais lâche son Sans petit le frère. petit frère, voilà. Et donc elle revient plus tard dans la cité parce que pour l'avoir lu, je sais qu'elle rentre dans la cité. Donc c'est ça qui est pas Oui. banal, c'est qu'elle décide de rentrer De dans cette cité. revenir. Personne ne veut y aller, mais elle y va. Voilà, elle prend son courage vraiment et elle y retourne et elle va tout faire pour retrouver son petit frère qui doit avoir à peu près 10 ans de plus et le reconnaître et le faire sortir de là en fait. Eh ben très bien, Soloist in a Cage, parfait, chouette manga que tu conseillerais On va dire à partir de 14-15 ans. 14-15 ans. Et c'est une série qui est longue. Série terminée en 3 volumes. Le tome 3 vient de sortir. Ah ben parfait, donc série terminée, ben génial. Donc voilà, magnifique cadeau pour cette fin d'année d'une série en 3 tomes sur un truc post-apo. Parfait. Ton deuxième titre hein. Mon deuxième titre, c'est Quand la nuit tombe de Rie Haruga chez Akata. Alors Donc, j'avoue que c'est mon énorme coup de cœur moi de manga cette année. J'ai eu magnifique, d'une justesse folle, mais je te laisse en parler, mais je te rejoins absolument sur ce titre. c'est ça, voilà. Alors l'histoire se passe dans la zone industrielle de Tokai. On suit Takaomi et Ao, une adolescente et un adolescent. Ils sont très très amis. D'ailleurs, leur histoire d'amitié prend un chemin vers une histoire d'amour. Et malheureusement, le soir en fait de leur premier encart, Takaomi se prépare au moment où elle sort de chez elle. Elle tombe nez à nez avec des policiers qui viennent pour arrêter son père. Son père qui est accusé du viol d'une de ses employées, qui n'est autre que la mère de Ao. Et du coup, ils vont devoir vivre avec ça, faire aussi avec
avec le regard des autres autour, genre par exemple les autres lycéens qui du coup vont Connaître la nouvelle. connaître la nouvelle et vont les juger eux aussi au passage. Ce qui est super intéressant dans cette histoire, c'est que on va les voir évoluer et grandir au fil des années. Comment va être leur quotidien, comment leur relation à eux va pouvoir se développer avec ça. C'est ça en fait, on aborde le viol mais du point de vue de l'entourage en fait. Oui, tout à fait. Bon, la victime elle est là, elle est présente puisqu'il s'agit de la mère du garçon. Voilà. Elle est en retrait, mais ça intéresse vraiment deux jeunes gens là qui pour le coup sont perturbés par voilà qui du coup vont être des victimes collatérales absolument de cette histoire. Ah, oui. Et donc il y a tout qui rentre en compte, les amitiés, l'école, est-ce que la fille du violeur, celui qui a commis cet acte absolument innommable, c'est elle surtout qui se sent jugée, elle est jugée, elle est limite même harcelée par d'autres camarades de classe. Ouais. Et donc elle n'ose plus fréquenter l'école. Enfin, ça parle de ça en fait, voilà. Des victimes collatérales, enfin sur un drame absolument abominable. Moi j'ai trouvé ce manga absolument touchant, mais vraiment d'une justesse très touchant, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de pathos, les personnages sont vraiment humains et il est vraiment très très juste, le ton est très juste. Oui, clairement. Et ça finit comme ça doit finir en plus, parce que tu te dis où est-ce que ça va aller. C'est compliqué de clore une histoire pareille. Tu te dis elle se facilite pas la tâche, l'autrice, mais elle y parvient à merveille. Ça finit voilà. On ne dévoilera rien sur la fin. C'est un one shot. Oui, c'est un one shot, donc courez l'acheter vraiment. C'est gros coup de cœur. Ouais, clairement. Magnifique. Donc quand la nuit tombe, c'est chez Akata. Tout à fait. Ton troisième titre? Mon troisième titre, c'est Golden Gold de Seita Orio au Lézard Noir. Alors là, c'est un peu plus étrange. On est sur une petite île japonaise du Pacifique avec toutes les traditions qui sont encore là. Et on a Ruka qui est une adolescente qui vit avec sa grand-mère en fait qui est tenancière d'une épicerie et d'un gîte. Et un jour que Ruka est sur la plage, elle va trouver une espèce de petite statuette qu'elle ramène chez elle, qu'elle nettoie et ça a l'air de quelque chose de sacré. Elle le met sur l'autel de la maison. Et oui, alors voilà, c'est là où le début du fantastique commence en fait. Voilà. C'est en fait les traditions japonaises qui sont évoquées à l'intérieur, avec des hôtels que on peut trouver un peu partout au Japon, disséminés ici et là. Et donc la foi dans leur religion, dans les croyances en tout cas ancestrales, là il s'agit en tout cas d'une entité, comment tu t'appelais ça déjà c'est une divinité, le terme c'est un Fukunokami, c'est la divinité du bonheur en fait. Donc voilà, elle est censée déclencher le bonheur quand on vient en tout cas prier auprès d'elle. Voilà. Bon, et alors ça prend... Et en fait, à partir du moment où elle le met sur l'autel, cette divinité prend vie en fait. Littéralement. Elle prend vraiment vie. Et ce qui est étrange, c'est que Ruka, l'adolescente, le voit avec son aspect de divinité, un espèce de petit bonze bizarre. Effrayant même. Même limite effrayant, c'est vrai qu'il est un peu inquiétant. Oui. Alors que tout le monde autour le perçoit comme un humain normal et le considère comme un client, enfin un pensionnaire du gîte. Et au fur et à mesure des jours, tout devient de plus en plus étrange. Il y a de plus en plus de clients. La grand-mère gagne de plus en plus d'argent, ce qui va créer en fait la convoitise et la suspicion de tout le voisinage des habitants de l'île. Et du coup, les rapports se tendent entre tout le monde sur l'île. Oui, donc le bonheur, en tout cas, qui est pécunier dans un premier temps, financier, va peut-être, il va exercer de la jalousie, de l'envie chez les voisins. J'imagine que le bonheur, il n'est pas pour tout le monde manifestement, et ça peut vite déraper.
Non, clairement. Sauf que la grand-mère ne s'en aperçoit pas vraiment, en fait. Pour elle, tout est normal, il n'y a rien de... Et par contre, Ruka, elle voit tout, elle comprend tout, mais peut pas en parler puisque personne ne le perçoit comme une divinité, en fait. Très bien. Ah oui, en plus ils sont sur une petite île, donc j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de visiteurs. Mais là, justement, il y a de plus en plus de visiteurs. C'est vraiment c'est un thriller psychologique avec une dose de surnaturel, avec beaucoup d'étrangeté en fait. Et très énigmatique aussi. Alors moi j'ai lu le premier tome. Il y en a combien Alors pour le moment il y en a 3 qui sont parus. D'accord. La série est toujours en cours. Très bien. Et donc tu as lu les 3 là, j'imagine que Oui. ça prend une proportion. On va pas trop en dévoiler, Non. mais voilà, super intéressant ce manga avec ce côté fantastique qui est prégnant et qui marche très fort. Moi, je trouve ça limite inquiétant quand même. Hein. Ah oui, non mais clairement, Ouais. c'est... Voilà. Bon, mais merci pour ce 3e titre. Anne, tu voulais me Avec parler d'un plaisir. 4e. Normalement, c'était 3, mais j'ai laissé les autres parler de plusieurs titres s'ils le voulaient. Et tu avais un 4e titre à Ouais, évoquer. voilà, disons que j'ai adoré aussi cette année 2 titres autour du cinéma. Alors il y en a un, c'est Ocean Rush, mais comme Thomas en a déjà parlé, je reviendrai pas dessus. Très bien. Ça a ouais. aussi été vraiment un gros coup de cœur. Et j'ai beaucoup aimé aussi Adieu Eri, qui est un one-shot de Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Oui, je le vois, il a un format particulier. Celui-ci, il est un peu plus étroit. Oui, c'est un petit volume aux éditions Crunchyroll. Ouais. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un adolescent féru de cinéma qui va filmer comme sa mère le voulait les derniers jours de sa mère. Bon, son film ne va pas avoir le succès qu'il aurait voulu. Oui, parce qu'il le montre à l'école. C'est Il ça. montre le film en entier, qu'il filme avec d'ailleurs un téléphone. Voilà. Et D'où le format, les cases un peu c'est particulières. ça, tout l'intérêt du manga est dans le découpage. En fait, c'est un découpage cinématographique. Toutes les cases sont au format de l'écran du smartphone, puisqu'il a filmé avec son smartphone. C'est d'une grande originalité, c'est touchant. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait un montage et qu'il le montre à toute l'école. Alors avec un final, si je me semble bien, où il y a des explosions, il imagine un final grandiose. Voilà. Mais ça marche pas du tout Ça auprès marche du public. Pas du tout. Et il va rencontrer Eri, une adolescente qui, elle, va défendre son film tout en faisant une critique très objective. Et du coup, elle va l'inspirer et avec elle, il va essayer de tourner un autre film. Ah ouais. Voilà, je n'en dis pas plus. Oui, oui. Il était paru un peu plus tôt. Il dans est l'année, paru en celui-ci. début d'année, en fait. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais. Bon, ben parfait, très bien. Voilà. Adieu, Eri, donc, merci Anne pour ces 4 coups de cœur donc. Eh ben, de rien. Et puis, je vous conseille aussi Evol. Je sais que mes collègues en ont parlé, mais vraiment, c'est le gros coup de cœur de l'année. C'est clair. Il apparaît dans toutes les coups de cœur de tous les libraires là, de chez Bashi Bouzouk. Ouais. Ben, super. Merci Anne. Avec plaisir. Voilà donc pour cette première sélection des libraires BD manga. Place maintenant à la chronique des nouveautés présentée par Max. Bienvenue dans les Bashi News de fin d'année. Donc pour ce mois de novembre, en BD, beaucoup de sorties, de suites et de grosses machines. On commence par Black Sad qui est sorti le 3 novembre. Tu frappes lourd déjà d'entrée. C'est la conclusion de la saga qui s'annonce déjà mythique. Le loup en slip et le mystère du paix silencieux qui est sorti le 10 novembre. Bon, ça sent déjà le carton, hein. Notre-Dame de Paris, sorti le 22 novembre chez Glénat. Donc Jess revient à une adaptation littéraire après Dracula et Frankenstein. L'œuvre proposera toujours 2 formats différents. La Brute et le Divin, le 22 novembre chez Rue de Sèvres. Léonard Cheminot revient tout seul cette fois après la Bibliomule avec une œuvre énigmatique. On reparle de lui très bientôt. Et pour finir, Gaston Lagaffe, le 22 novembre chez Dupuis. Donc un titre
déjà Très très attendu. très attendu et controversé, c'est ça. Merci Fred. En comics, donc c'est une sélection que j'ai fait moi-même, donc je pense qu'il y a pas tous les titres attendus par tout le monde. On commence par Monica chez Delcourt par Daniel Klaus. Le portrait d'une femme comme il sait faire, avec du fantastique, avec de la tranche de vie. Ensuite Love and Rockets chez Comics Initiative, sortie du tome 5 et 6 le 3 novembre. Une série que je vous invite à lire, très punk, qui date des années 80 et qui n'a pas pris une ride. Ensuite on continue avec Wildcats, une intégrale en 2 tomes de la série culte des années 90 par Jim Lee, sortie prévue le 17 novembre. Et pour finir, Saga en comics, Saga tome 11, une série qui continue de conquérir son public. Ça sort le 24 novembre. Pour le manga, on a démarré le mois de novembre sur les chapeaux de roue avec Le Voyage de Shuna de Miyazaki chez Sarbacane, un titre inédit en France. On continue avec Die Dark tome 6 de Kyo Ashida chez Soleil, le 15 novembre il me semble. La propagande continue, Fred, j'imagine. Wolverine Sneaked de Tutsumo Nie chez Panini, une réédition d'un classique sur Wolverine par un auteur de manga culte. Et on va finir avec Garo, une histoire d'une révolution dans le manga, sorti le 17 novembre chez IMHO. Et voilà, ça sera tout pour moi, merci. Merci Max pour ces nouveautés qui promettent encore de belles lectures. Fred, tu as un point à faire toi sur l'actu événementielle des librairies Bashibouzouk. Ouais, donc c'est parti pour l'actualité événementielle de Bashibouzouk. Alors le 3 novembre, on aura l'exposition L'Université des Chèvres avec les planches originales de Christian Lax, qui est venu pour dédicacer ce magnifique album qui est un énorme coup de cœur de la librairie. Le 18 novembre, Simon Léturgie sera présent pour une séance de dédicace pour ses séries Spoon & White et Les Profs chez Bambou, et Mathieu Reynès sera en dédicace lui aussi mais à la librairie Bashibouzouk Manga pour la sortie de son livre La théorie du chaos chez Vega. Et ensuite le 9 décembre, Christophe Beck sera en dédicace pour son livre Inexistence chez Soleil, mais aussi Emmanuel Despujol pour son adaptation d'un livre d'Agatha Christie, La mort n'est pas une fin aux éditions Paquet. Le 18 décembre enfin, Au hasard sera en dédicace pour Les Vikings dans la brume tome 2 chez Dargaud, mais aussi 13 batailles aux éditions Passé Composé. Léonard Cheminot sera également là pour La Brute et le Divin chez Rue de Sèvres. Ces dédicaces sont une belle occasion d'offrir des cadeaux originaux à glisser sous le sapin. Attention, d'autres rencontres dédicaces seront à venir. Attendez-vous donc à de belles surprises avant la fin d'année. Aussi, restez attentifs et vigilants. Merci Fredo, merci. Je tiens à remercier Philippe, Thomas et Yann aussi qui se sont pliés à l'exercice compliqué de la courte sélection des coups de cœur. Et pour la prochaine émission, ce sont vos serviteurs, Max, Fred et moi-même qui vous parlerons des claques littéraires prises cette année. Donc merci à tous pour votre fidélité et bonne lecture. Ciao. Ciao.